sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Denis Martel au micro. Cette semaine, on reçoit Éric Kerr, ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'accepter l'invitation des engagés publics. Merci, Denis, ça me fait plaisir. Éric Kerr, député de la Pelletrie, ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale, leader parlementaire adjoint du gouvernement, membre du comité ministériel de l'économie et de l'environnement, leader parlementaire adjoint du gouvernement, vice-président du Conseil du Trésor. Ça fait une grande carte d'affaires, ça, hein? Ouais, ça rentre pas. Tout ça qu'on a fait numérique, parce que papier, ça rentre pas, ça prend un panneau. Belle occasion justement de trouver une nouvelle fonction au numérique. Depuis tout récemment, vous êtes associé, vous avez un nouvel associé au ministère, Madame Lebel. Oui. Est-ce que vous vous êtes rencontrés pour échanger un peu sur vos visions depuis? Ben, en fait, on s'est rencontrés à travers les différentes fonctions ministérielles, mais on n'a pas encore eu le temps de s'asseoir ensemble puis vraiment d'arrimer nos visions. Madame Lebel est très très occupée aussi avec les briefings parce que quand on arrive dans une fonction ministérielle, là, toute l'administration publique nous briefe sur les différents dossiers, là, où est-ce qu'ils sont rendus. Donc, je vais la laisser passer à travers cet exercice très important, mais je pense que d'ici la semaine prochaine, on devrait avoir le temps de s'asseoir un peu. Là, puis avoir une petite rencontre de coordination. C'est ça, oui. Écoutez, Monsieur Kerr, ça brasse beaucoup en numérique depuis un certain temps. Je pense que vous vous occupez, je ne sais pas à quel point on aurait pu imaginer que vous occuperiez un poste aussi important au début de votre mandat. La COVID est venue accélérer la transformation numérique de tout le monde, de tout le Québec. Donc, vous êtes maintenant au centre de beaucoup de dossiers. Hier, vous avez fait l'annonce avec quelques autres partenaires, dont le maire de Québec, de 42, Québec 42 ou 42 Québec, hein, une école. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept de 42? Oui, ben absolument. Écoutez, 42 Québec, dans le fond, c'est un projet dont la source est à Paris, où on a souhaité mettre en place un nouveau modèle de formation sans enseignants, sans évaluation formelle, vraiment de la formation participative à travers des projets évalués par les pairs et quelque chose, je vous dirais, qui ressemble beaucoup, puis ceux qui travaillent en technologie de l'information vont se reconnaître particulièrement, dans le fond, quelque chose qui ressemble au quotidien d'un travailleur en TI, à savoir que c'est un milieu où les choses évoluent tellement rapidement. Mm-hmm. Les nouvelles technologies arrivent, prennent de la maturité. Donc, on est perpétuellement en apprentissage et quand on est en milieu de travail, ben, c'est le modèle, dans le fond, qui s'impose de lui-même, à savoir, ben, tu prends l'application, tu prends le livre pour l'utiliser, puis t'apprends sur le tas en travaillant avec tes collègues, tes collaborateurs, tu mets à jour tes connaissances. Donc, ce modèle-là, on le retrouve beaucoup dans le milieu des TI. Et donc, dans ce sens-là, c'est un modèle de formation qui est extrêmement intéressant. D'autant plus que ça va s'adresser aussi à monsieur et madame tout le monde. Donc, pas besoin d'avoir des connaissances en technologie de l'information parce que on prend vraiment l'individu à la base et on l'amène à travers 21 étapes. Et à travers différents projets, on l'amène vraiment à des niveaux d'expertise qui sont extrêmement enviables. Donc, c'est une très, très belle annonce parce que Québec devient le siège de ce modèle de formation-là pour l'ensemble du Canada. Donc, j'imagine que c'est pour répondre à un besoin particulier et précis, en fait, qui était criant. Un besoin, justement, d'expertise et de main-d'œuvre. En fait, le problème auquel on est confronté, puis la pandémie nous le fait oublier un peu, mais il faut pas oublier qu'on était en pénurie de main-d'œuvre. Puis en technologie de l'information, c'était encore plus vrai. Moi, j'ai donné une statistique là, qui donne un peu l'ampleur du problème. Seulement au gouvernement du Québec, c'est plus de 500 postes qui ne sont pas comblés. Et dans l'entreprise privée, c'est une réalité qui se vit aussi dans toutes les entreprises. Et le problème, il s'accélère. Pourquoi? Parce que à chaque année, nos différentes écoles vont diplômer, bon an, 2500 étudiants.
Mais par contre, il se crée à peu près 4000 nouveaux postes en technologie de l'information au Québec. Donc, on peine à rattraper ça, là. L'écart se comble. Donc, ce qui était important, c'est de diversifier l'offre de formation parce que, bon, il y en a, oui, qui vont vouloir aller faire une technique au cégep, il y en a qui vont poursuivre des études universitaires, mais tout le monde n'est pas dans ce modèle-là. Il y en a qui sont en réorientation de carrière et qui n'ont pas nécessairement beaucoup de temps consacré à des études. Donc, une formation de type Codebox peut être intéressante à ce moment-là. Il y en a qui sont en réorientation de carrière, oui, mais qui veulent peut-être pousser plus loin les connaissances sans nécessairement embarquer dans le modèle traditionnel universitaire. Ben à ce moment-là, École 42 peut être intéressante parce qu'École 42, étant pas des cours à heure fixe, dans un lieu fixe, ben il est possible, c'est plus simple, par exemple, de concilier travail-études avec un modèle comme celui-là. Puis c'est un modèle pédagogique qui permet, je pense, à plus de monde de se retrouver. Ben oui. Moi, j'y crois beaucoup. Voilà. J'y crois beaucoup. J'ai eu la chance je donne des cours aussi en numérique puis en planification stratégique numérique. Puis j'ai plusieurs étudiants. Je donne des cours à distance. Je donne des cours aussi en présentiel. Et j'ai plusieurs étudiants qui, dans le contexte de cours à distance, m'ont témoigné régulièrement que si ce n'était pas justement d'un modèle un peu plus libre, jamais ils auraient pu réussir ce qu'ils ont réussi. Donc, il y a vraiment une place pour ça. J'y crois beaucoup. Cela dit, ça va être important, je pense, que les entreprises et les organismes publics s'adaptent eux aussi. Puis je me demandais, est-ce que la fonction publique va reconnaître et embaucher des finissants de 42? Ben écoutez, on travaille là-dessus présentement. Le Cégep de Sainte-Foy et de Chicoutimi, ont reçu le mandat justement de faire des analyses du niveau de formation, du niveau de compétences, des acquis de ceux qui passent à travers le modèle de 42 pour essayer de trouver des équivalences avec notre modèle classique et de voir ce qui pourrait être reconnu comme compétence et comme acquis. Donc, on travaille aussi sur cette portion-là de la situation. Mais je vous dirais qu'au niveau de l'entreprise privée, à tout le moins, le taux de placement des étudiants de 42 est de 100%. Là, on dirait que même, oui, puis généralement, là, l'embauche se fait avant même que le parcours soit complété. Là, donc, c'est un modèle, c'est un succès planétaire. Puis je suis convaincu que ça va être la même chose ici. Effectivement, au niveau de l'administration publique, ça va nécessiter certains ajustements parce que les exigences de diplomation sont peut-être un peu plus strictes que ce qu'on va retrouver au niveau de l'entreprise privée. Mais je suis convaincu qu'à terme, on va être capable, nous aussi, là, d'aller chercher des travailleurs qui auront été formés par 42 parce que je pense que ça donne un niveau de formation qui a rien à envier là, aux autres formations qui existent. Ce besoin et cette nécessité puis ce mouvement-là, un peu d'allègement des structures, va être un peu un fil d'Ariane tout au long de la discussion parce que on dirait que c'est quelque chose qui revient dans l'ensemble des dossiers, cette nécessité-là de réadapter aussi les structures et nos organisations à nos nouvelles réalités. Depuis un certain temps, on parle beaucoup ça fait couler beaucoup d'encre, là, tout le sujet, tout votre projet autour de l'identité numérique. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer comme si j'avais 5 ans? Oui, ben écoutez, c'est relativement simple et complexe à la fois. C'est-à-dire que le projet comme tel est simple. La réalisation va être complexe parce que ça va faire appel à des technologies qui sont assez complexes. Mais l'idée, dans le fond, c'est de dire les principes de base, c'est de dire que aujourd'hui, on comprend qu'il y a un univers numérique qui se met en place et qui continue à se mettre en place. Hein? À travers Internet, on peut faire à peu près n'importe quoi, on peut consommer à peu près n'importe quel service, on peut se divertir, on peut sociabiliser à travers Internet. Donc, c'est vraiment un modèle où on crée un univers numérique assez complet. Et donc, un univers numérique, ça présuppose un citoyen numérique. Et le citoyen numérique, ben, ça présuppose une identité numérique. Identité numérique, pourquoi? Parce que autant dans vos interactions que dans le fait, et surtout dans le fait que vous allez consommer des services numériques, vous devez, et on doit, nous, comme fournisseurs de services, on doit être capable de vous authentifier, de vous identifier. J'explique très brièvement les deux concepts. L'authentification, c'est que lorsque vous vous connectez pour consommer un service, vous prétendez être Denis Martel.
Maintenant, ça, c'est l'authentification. Parfait, je suis en lien avec quelqu'un qui prétend être Denis Martel. Maintenant, l'identification, c'est de s'assurer que vous êtes bel et bien le Denis Martel que vous prétendez être. Et je vous dirais que le Service québécois d'identité numérique, ça va être un peu ça. Donc, un justificatif. Quand on parle d'un justificatif, c'est la façon de s'authentifier. Un code d'usager, un mot de passe. Ça, c'est la façon classique qu'on utilise présentement, qui vont vous authentifier. Et un service qui va vous identifier. Donc, le gouvernement du Québec veut mettre en place ce service qui va vous permettre de vous identifier, donc de s'assurer que vous êtes bel et bien le Denis Martel que vous prétendez être. Ça, c'est le bloc 1 et le bloc 2. Bloc 1 étant pour les citoyens corporatifs, les entreprises. Bloc 2 étant pour les citoyens. Et après ça, une fois qu'on a établi cette base-là, qu'on l'a bien installée, qu'elle est solide, qu'elle est conviviale, qu'elle est sécuritaire, on peut aller plus loin dans l'identité numérique. C'est là où on arrive avec le concept de portefeuille. Portefeuille, c'est quoi? Ben, imaginez toutes les pièces d'identité que vous traînez dans votre portefeuille, que ce soit votre permis de conduire, que ce soit votre carte d'assurance maladie, que ce soit les enregistrements de votre véhicule, que ce soit les preuves d'assurance, que ce soit votre carte du Québec ou le certificat de naissance. Donc, c'est autant de documents qui servent à vous identifier, qui pour la grande majorité, pour ne pas dire la totalité, vous sont fournis par le gouvernement du Québec. Ben ça va constituer ce qu'on appelle le portefeuille numérique. À partir de là, on peut, on peut devoir développer des services numériques encore plus conviviaux. On n'a qu'à penser. Bon, l'exemple que je prends est un peu plate parce que on s'imagine que un policier vous arrête. Peut-être avez-vous oublié de faire un stop correctement. Aujourd'hui, on baisse sa fenêtre. Bonjour, monsieur l'agent, qu'est-ce que j'étais? Puis là, on donne le permis de conduire. On cherche quelque part où sont nos enregistrements parce qu'on se souvient jamais, parce qu'on se fait pratiquement jamais arrêter. On est tous de très bons citoyens. Et même chose pour la preuve d'assurance. Mais dans un concept de portefeuille numérique, monsieur l'agent, il colle sur sa tablette à côté de votre cellulaire, puis tous ces documents-là se transfèrent de façon transparente et extrêmement sécuritaire. Et donc, lui, automatiquement, l'ensemble des vérifications peuvent se faire, puis il va recevoir le résultat de ça. Donc, tout ça se passe très rapidement de façon sécuritaire et transparente. Maintenant, on pourrait dire, imaginez qu'on entre à l'hôpital, qui, oui, actuellement, est le royaume du fax, mais projetons-nous dans le futur, vous avez votre carte d'assurance maladie, vous pouvez la coller votre cellulaire à côté d'un lecteur, et à partir de là, tout se fait. Tout se fait. Vous êtes enregistré comme étant présent pour votre rendez-vous. Tous les documents ont été remplis de façon numérique et transparente parce que le gouvernement du Québec, très souvent, va vous demander de toute façon des informations qu'il possède déjà. Donc, la seule chose qui reste à faire, c'est les consentements s'ils sont nécessaires, vous asseoir dans la salle d'attente et attendre que le médecin vous appelle. Donc, on peut vraiment développer là une convivialité, une fluidité dans les services, puis on peut aller très loin dans ce que j'appelle moi tout ce qui n'est pas nécessaire de faire par quelqu'un. On peut aller très loin grâce à cette identité numérique-là. Et éventuellement, le dernier bloc, écoutez, c'est tout ce qui s'appelle la gestion de vos informations. Pensons au déménagement, le fameux 1er juillet. Moi, je me connecte sur l'application du gouvernement, je m'identifie, je m'authentifie, puis je viens de changer mon adresse. Et à partir de là, c'est disponible pour tout ce qui est gouvernement du Québec, parce qu'on peut centraliser maintenant ces informations-là. Donc, fini l'époque où un ministère vous envoyait une information à votre ancienne adresse parce que lui n'avait pas eu vent de votre changement d'adresse ou parce que vous aviez oublié, ou on peut penser à n'importe quoi. Donc, vraiment, là, on est aussi dans le contrôle de l'information par l'individu. Donc, l'individu, de cette façon-là, sait ce qu'on possède sur lui et, dans le respect des lois et des règlements du Québec, peut gérer ça, peut s'assurer que l'information qu'on possède, c'est celle qu'il veut bien qu'on possède. Donc, on peut aller très loin avec ce programme.
Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce concept-là, c'est le bénéfice net pour le citoyen. Donc, ce que je comprends, c'est la possibilité, après ça, pour le gouvernement de pouvoir offrir des services gouvernementaux plus conviviaux, c'est ce que vous nous dites, et de pouvoir ne pas avoir à répéter constamment toutes les informations qu'on est en droit de penser acquises du gouvernement. Right? Ouais. C'est ça? Oui, puis je rajouterais aussi la simplicité, parce que ce qu'on veut, c'est que cette identité numérique-là, elle ne serve pas qu'aux seules fins du gouvernement du Québec. Vous puissiez vous servir dans l'ensemble de l'écosystème, que ce soit votre institution financière, que ce soit le gouvernement du Québec, que ce soit votre municipalité, que ce soit le gouvernement fédéral, vous avez toujours une et une seule identité numérique. Et donc, ça devient simple parce que vous développez l'habilité à l'utiliser parce que c'est toujours la même chose. Donc, ça devient simple, ça devient convivial et ça devient extrêmement sécuritaire parce que les fondements de ça, puis c'est là où on rentre dans des concepts plus complexes, sont très sécuritaires parce que ce qu'on veut pas, c'est que vos informations personnelles tombent entre les mains d'individus. Puis ça, je pense que la technologie choisie, on parle des chaînes de blocs, est un peu garante de cette sécurité-là. Est-ce que c'est le cas? Moi, je pense que oui. À ce jour, je pense que c'est une des technologies les plus prometteuses en termes de sécurité. Il faut comprendre que déjà, les institutions financières vont s'en servir largement pour la diffusion, par exemple, de contrats. Même au niveau des actes notariés, c'est une technologie qui est privilégiée pour être capable de diffuser des documents légaux, justement parce qu'elle a fait preuve de son très haut niveau de sécurité. Comme on dit, le risque zéro n'existe pas, mais je pense qu'on peut l'amener à un niveau très raisonnable et grâce aux chaînes de blocs, registres distribués, si vous me permettez, ben oui, on ramène le risque à un niveau très, très, très raisonnable. Tantôt, vous avez fait état de la simplicité, mais aussi de la complexité simple en utilisation au final, mais quand même complexe à mettre en place. On n'en est pas au premier projet complexe au Québec, puis on est un petit peu échaudé. D'ailleurs, dans l'article, il y a Nicolas Lachance dans son dernier article dans le Journal de Québec qui parlait de milliards de dollars pour réaliser le projet. C'est ce qui semble avoir été annoncé. Ça peut sembler aux Québécois un peu risqué. C'est risqué politiquement pour vous et pour le gouvernement, mais comment comment vous pouvez nous rassurer que ça ne sera pas un autre projet informatique qui est à risque de déraper? Ben, d'abord, je veux rassurer les concitoyens sur le fait que l'estimation des coûts est celle de M. Lachance et je vais lui laisser la prérogative de ses estimés de coûts. Nous, pour le volet 1 et 2, par exemple, on parle de 41,8 millions. Là. On est assez loin des milliards. Et le bloc 3 et le bloc 4, là, on verra parce qu'on va monter les dossiers d'affaires qui vont nous permettre de réaliser ça. Mais je pense pas qu'on va atteindre le milliard. Je pense que M. Lachance, lui, essayait d'évaluer non seulement la mise en place du programme à proprement parler, mais l'ensemble des services numériques qui devront être attachés ou qui vont se rattacher à ce service-là. Mm-hmm. Bon, là, évidemment, on peut tomber dans des très gros chiffres. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vous dirais que le gouvernement du Québec a fait un certain nombre de choses qui le distinguent de ce qui s'est fait dans le passé. Première chose, on a mis en place des groupes d'experts. Ce qu'au gouvernement du Québec, on n'avait pas. Donc, l'expertise au gouvernement du Québec était diluée un peu dans tous les ministères et organismes. Nous, on a créé le Centre québécois d'excellence numérique. Oui, le CECAN. Le CECAN, le plus haut niveau d'expertise. Et ça, c'est le vaisseau amiral de la transformation numérique. Donc, c'est cette organisation-là qui a le mandat, justement, de s'assurer de maintenir le plus haut niveau d'expertise possible en relation avec l'écosystème. Et qui s'assure aussi de la viabilité puis de la faisabilité des projets. Donc, déjà là, on a cette espèce de, voyez-le comme une espèce de boîte de consultants à l'interne qui permet de gérer les différents projets ou d'aider les ministères à le faire. Tout ce qui est à portée gouvernementale, donc des services qui seront utilisés par plusieurs ministères, seront de toute façon sous l'égide du CECAN. Ça, c'est assez novateur comme façon de faire au gouvernement du Québec. Et ensuite, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on découpe les projets. On ne va plus livrer des méga projets pour lesquels une méga planification et pour lesquels on essaie de faire des méga déploiements
puis qui nous amène vers des méga échecs. On découpe les projets. Ça, c'est la nouvelle façon, je vous dirais, de gérer les projets. Donc, chaque module ou bloc qui peut vivre par lui-même à l'intérieur d'un grand projet devient un sous-projet. Puis là, on réalise ça, on le met en place, on regarde, ça marche, parfait, on passe au bloc 2. C'est ce qu'on fait avec le Service québécois d'excellence d'identité numérique. Donc, ça aide à éviter de se rendre compte trop tard qu'on a pris une mauvaise direction, par exemple. Exactement. C'est que ça vous permet en temps réel de dire, OK, là, je m'en vais pas dans la bonne direction ou j'ai peut-être pas fait les bons choix. Puis avant ça, on faisait une surplanification de nos projets. Puis là, ben, on avançait, puis je vous dirais, on s'obstinait à suivre le plan, alors qu'il nous amenait pas dans la bonne direction. Donc là, les projets sont plus petits, on est plus agile à détecter les mauvaises décisions, on corrige plus rapidement, et quand on passe à l'étape suivante, ben, on a déjà livré de la valeur ajoutée, puis on a déjà fait des preuves de concept que notre truc, ça marchait. Donc, on va toujours bâtir sur quelque chose qui fonctionne. Ouais. On ne va jamais bâtir sur quelque chose qui est chambranlant. Donc, c'est un changement de paradigme qui est en pleine lignée de ce qu'on parlait dès le départ, puis ça m'amène vers cette réalité-là. Moi, je suis ici, bon, ça fait quoi? J'ai peut-être 23-24 ans là, d'expérience. J'ai travaillé pour des boîtes, des firmes, des grandes firmes, puis je peux vous dire par expérience que répondre à un appel d'offres gouvernemental, ça demande énormément d'efforts. Puis souvent, c'est un processus qui d'emblée décourage les jeunes et les petites entreprises qui sont créatives. Mais un modèle fragmenté, comme vous nous l'exposez, nous permettrait pas justement de pouvoir confier quelques tâches à des gens qui ont pas justement toute la structure, la machine et un étage pour remplir des boîtes de papier pour aller les porter le jour du dépôt de la soumission. Vous savez à quoi je fais référence, là. Ça prend quand même toute une équipe pour pouvoir travailler avec le gouvernement aujourd'hui. Il n'y a pas un peu de temps que ça change aussi? On pourrait pas rendre les appels d'offres un peu plus accessibles? Ben, c'est-à-dire que ce qu'on doit faire et ce qu'on est en train de faire, c'est de diversifier la façon d'accéder aux contrats gouvernementaux. Il y aura toujours ces très gros chantiers que le gouvernement doit lancer, puis pour lesquels on n'a pas le choix. Puis je vous dirais, par exemple, comme le Service québécois d'identité numérique, c'est un très gros projet. Et oui, on va découper la réalisation, mais dans la vision générale du projet, on ne pourrait pas se permettre d'aller en appel d'offres à chaque bloc. Il faut quand même qu'il y ait une espèce de mémoire institutionnelle qui s'installe dans ceux qui réalisent le projet, parce que ça aussi, c'est une clé du succès, là. Quand on change les équipes puis qu'on ramène une équipe qui n'a pas l'historique du dossier, ben on se met à risque de recommettre les mêmes erreurs. Donc, mais par contre, ce qu'on peut faire, puis vous savez, on est au public, on gère des données publiques. L'éthique et la transparence sont maintenant des préoccupations de tous les instants pour le gouvernement du Québec. Donc, l'idée d'aller dans un processus d'appel d'offres, c'est un peu incontournable parce que justement, ce qu'on veut pas, c'est revenir à une république des petits amis, là. On est d'accord. On ne souhaite pas ça. Maintenant, ce qu'on peut faire pour nos plus petites entreprises, pour leur donner accès à des contrats gouvernementaux et pour ne pas le faire à travers un processus qui est extrêmement lourd et complexe et hypothéquant, c'est ce qu'on appelle des appels de solutions. Oh. Donc, quand on a des plus petits besoins, donc qui sont pas des méga chantiers comme le Service québécois d'identité numérique, mais des plus petits besoins, et au gouvernement du Québec, il y en a plus qu'on peut penser, là. Il y a quand même un volume de petits besoins qui s'expriment, qui fait en sorte qu'une petite entreprise ou une moyenne entreprise peut aller chercher sa part du gâteau. Donc, on va en appel de solution. Ce que ça veut dire, c'est que on a un problème, on a un besoin, on est prêt à mettre un montant X pour celui qui va trouver une solution, puis là, on laisse le marché nous faire des propositions, et à terme, on choisit la meilleure solution qui cadre à l'intérieur du budget. S'il n'y en a pas, ben on se dit, OK, peut-être qu'on n'a pas mis assez d'argent, on augmente un peu le budget, puis on recommence le processus jusqu'à temps qu'on trouve une solution qui nous convienne, dans le budget qui nous convient. Et ça, la Colombie-Britannique l'a expérimenté, ça fonctionne très bien, ça baisse significativement le coût des projets, ça diminue aussi les risques par rapport aux projets informatiques, et ça permet essentiellement, parce que je vous dirais que ce marché-là, c'est essentiellement un marché pour la petite et la moyenne entreprise. Donc, ça permet à cette petite et moyenne entreprise-là
non seulement d'avoir accès aux contrats gouvernementaux, mais plus que ça, ça leur permet de mettre en place des solutions qui sont innovantes et de mettre dans leur portfolio que, la solution, elle a été testée avec un joueur majeur qui est le gouvernement du Québec, et de dire, moi, j'ai comme client le gouvernement du Québec, donc après ça, pour aller vendre la solution à d'autres clients potentiels, c'est un vecteur très important de succès pour ces petites entreprises-là. Donc, c'est gagnant-gagnant. Est-ce qu'on sera en mesure de voir l'arrivée des appels de solutions dans le cadre de votre premier mandat? C'est quelque chose qui s'en vient? Ou en fait, je veux savoir à quel horizon on peut s'attendre à la mise en place de ce changement-là. Je ne pourrais pas vous répondre précisément parce qu'il y a une partie de cet agenda-là qu'on ne contrôle pas, à savoir toutes les éventuelles modifications législatives qu'il faudrait faire pour arriver à ça. Vous savez comme moi que ça relève de l'Assemblée nationale, donc ce serait cette partie-là, le gouvernement du Québec ne la contrôle pas. Les modifications législatives et le temps que ça prend pour qu'elles soient adoptées, ça relève de la prérogative de l'Assemblée nationale. Mais c'est sûr qu'on y travaille, puis c'est sûr qu'on aimerait ça pouvoir mettre en place cette façon de faire-là aussi rapidement que possible. Bon, espérons-le. Espérons un dépôt pour que les députés se penchent là-dessus bientôt. Dans la même lignée de tous ces changements-là qui sont venus nous bousculer, mais en même temps qu'on voyait venir, mais là que ça s'est accéléré, la pandémie a mis en lumière l'importance du numérique pour le fonctionnement de notre société. Puis, je veux dire, heureusement qu'on avait le travail à distance dans les derniers mois. Ça nous a permis justement de pouvoir poursuivre. D'ailleurs, j'ai été impressionné, puis bravo à toutes les équipes gouvernementales de voir à quel point justement le gouvernement réussit et la fonction publique a réussi à se virer de bord puis d'être agile ou d'être rapide sur ces aspects-là. Quels sont les plus importants gains de la pandémie en matière de numérique pour le gouvernement du Québec? En fait, je vous dirais que l'importance du numérique n'a jamais fait de doute pour notre gouvernement. J'en veux pour preuve le fait que le premier ministre m'ait nommé au poste de ministre délégué à la Convention de défense numérique. Je veux dire, le premier ministre a jugé que c'était un dossier suffisamment important pour lui attitrer un ministre. Généralement, c'est un signe de l'importance que le gouvernement accorde à un sujet. J'aime le souligner et le porter au crédit de votre gouvernement parce que c'est la première fois, ça fait longtemps qu'on en parle dans le milieu du numérique et c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui est consacré à cette fonction importante-là. Donc ça, effectivement, moi aussi, je veux souligner l'apport de ça. Et il faudrait surtout pas que ça change dans le futur, éventuellement. J'espère que toutes les parties vont s'y mettre. Je connais pas. Écoutez, là, je peux pas m'engager pour les futurs. Évidemment. Mais à date, le premier ministre me donne pas de signe qu'il regrette son choix et que l'intention de changer. Ceci étant, c'est sa prérogative exclusive. Là. Mais en attendant, ça, c'est un élément. La pandémie, l'impact de la pandémie, je pense, il est double. D'une part, il a redonné une vision positive du numérique à nos concitoyens, parce qu'il faut savoir qu'à pareille date, l'année dernière, là, on discutait de sujets qui étaient plutôt malheureux, vol de données. Et ça, je pense que ça avait refroidi nos concitoyens par rapport au numérique. Maintenant, ce que la pandémie fait, c'est deux choses vraiment très importantes pour le numérique, là, parce qu'on s'entend que la pandémie, de façon générale, c'est une catastrophe épouvantable, puis faut comprendre. On n'en est pas sorti. On aurait tous souhaité les bienfaits, à mon avis, ne compensent pas les malheurs que ça a fait vivre aux Québécois, là. Mais il y en a quand même quelques-uns des bienfaits, puis je veux juste les souligner dans le contexte où, de façon générale, la pandémie n'est pas quelque chose de très drôle puis de réjouissant. Mais ceci étant dit, ça a démontré en quoi le numérique pouvait nous aider dans des moments difficiles, les côtés positifs du numérique, parce qu'il y en a plus que des côtés négatifs à mon sens. Et aussi, ça a permis d'accélérer certaines choses pour lesquelles on avançait, mais on avançait peut-être pas assez rapidement. Hein? Puis vous soulignez le télétravail, puis moi, j'aurais jamais assez de mots pour exprimer à quel point je suis fier des équipes gouvernementales, parce que pour donner une idée à vos auditeurs de quelle était l'ampleur de la tâche, on est parti de 750 connexions au début de la pandémie et on a monté ça à presque 45 000 en 4 semaines.
dans les premières semaines, on utilisait 96% de notre bande passante sans télétravail. Là. Et là, c'était... Alors, et rapidement, on a trouvé des solutions. Puis, peux-tu vous dire que le gouvernement du Québec n'était pas la seule organisation sur la planète qui avait besoin de plus de bandes passantes, là. Donc, on a trouvé des solutions alternatives et jamais on a manqué de bandes passantes où on est obligé de dire à des organisations, ben cessez vos activités parce que là, on n'est plus capable de suivre. Là. Je veux dire, on a fourni ce qui était nécessaire pour la prestation de service et vous n'avez pas lu de nombreux reportages dans nos médias disant à quel point tel ou tel ministère était complètement sur le carreau, pas capable de continuer. Je peux me permettre une anecdote personnelle, si ça peut apporter quelque chose. J'ai eu à transférer un véhicule cette semaine et j'ai pu prendre un rendez-vous à la SAC. Je suis arrivé là, ça a passé comme ça, mon rendez-vous pile à l'heure. Tout a été écouté, je suis sorti de là après 10 minutes. Hors pandémie, probablement que j'aurais perdu 3 heures de ma vie. Est-ce qu'il y a des choses qui vont rester? Par exemple, le télétravail des fonctionnaires, ça va-tu? C'est-tu là pour rester? C'est sûr que ça va rester. Ça restera pas dans le modèle actuel parce que c'est sûr que le contexte de pandémie nous amène à des extrêmes. On est en télétravail à l'extrême. Et le télétravail, il a de précieux avantages. C'est un atout pour une organisation, mais ça amène aussi son lot de désavantages. Il n'y a rien qui est tout blanc, puis il n'y a rien qui est tout noir. On est souvent dans les nuances de gris. Et je pense que de façon, comment je vous dirais, le télétravail, l'être humain, c'est-à-dire, a besoin du présentiel. On est des bébites sociales là, de façon générale. Et on a besoin de se voir, on a besoin de se parler. Donc, pour moi, il y aura un retour au travail présentiel, c'est incontournable. Maintenant, il faut ramener le télétravail au niveau où il va être un avantage pour nos travailleurs, ouais. Ça va être bénéfique pour nos travailleurs, où ça va être bénéfique pour l'organisation aussi, parce que je pense qu'il faut qu'on se mette dans une situation gagnant-gagnant. Mais ça amène toutes sortes de questionnements dans l'organisation du travail pour lesquels il devra y avoir des discussions, oui, entre ministres, au Conseil des ministres, mais aussi beaucoup avec nos partenaires syndicaux. Comment on peut réorganiser ça? Parce que ça amène toutes sortes de questions. Par exemple, si quelqu'un se blesse à la maison, ben, est-ce que c'est un accident de travail? Bon, alors vous voyez, là, il y a toutes sortes puis des questions qu'on se pose pas en pandémie, parce que là, on est dans l'urgence, puis dans l'urgence, on fait ce qu'on a à faire, puis on se pose des questions après. Mais si on parle de quelque chose de pérenne, ces questions-là, va falloir en discuter, puis il va falloir trouver des réponses. Là. Donc, oui, il va y avoir du télétravail. Ça, c'est incontournable. Oui, on va garder un certain niveau de télétravail, mais quel pourcentage de nos employés, combien de temps, quels sont les bénéfices escomptés, comment on va... Ça, c'est toutes des choses dont on doit discuter dans les prochains mois et avec ma collègue, la présidente du Conseil du Trésor. On assiste actuellement à un boycott des achats publicitaires sur Facebook. Ici, au Québec, là, même pas dans un contexte de boycott tel qu'on peut voir nécessairement avec, par exemple, des entreprises comme Pepsi, mais il y a BMR qui s'est engagé à ne plus acheter de publicité auprès des GAFAM. Sinon, dans le contexte du boycott du mois de juillet, on a Desjardins, on a la Banque nationale, on a la Banque Laurentienne qui dit qu'ils vont justement suivre le pas sur le boycott des achats sur Facebook, on met une pression sur Facebook. Est-ce que le gouvernement du Québec pense emboîter le pas d'une certaine façon, soit pour de l'achat responsable, de l'achat local au point de vue publicitaire, ou justement pour dans un contexte de boycott de Facebook? Où se situe le gouvernement? Écoutez, d'abord, vous comprendrez que je ne révélerai pas des discussions qui se passent au Conseil des ministres. Pour le moment, il y a pas de décisions qui ont été prises d'aller dans ce sens-là. Par contre, je pense que le gouvernement a démontré le fait qu'on prenait ces situations-là très au sérieux avec la commission qui va être pilotée par mes collègues, en fait, Lionel Carman et Nadine Giraud.
Donc, on a l'intention d'être extrêmement proactif pour mettre en place toutes les mesures qui sont nécessaires pour lutter contre un fléau social. Je pense qu'il faut bien dire, le racisme, c'est un fléau social. Puis au 21e siècle, là, vous savez, on ne pourra jamais empêcher l'imbécilité humaine, mais on n'est pas obligé de lui donner droit de cité. Donc, c'est sûr que le gouvernement entend pas rester les bras croisés, là, ça c'est clair. Maintenant, quelles sont l'ensemble des mesures qui seront prises pour arriver à l'objectif? Là, je vais laisser les ministres concernés faire les annonces qu'ils ont à faire au moment où ils le jugent opportun. Je le comprends cet aspect-là, puis on aura l'occasion peut-être j'aurais peut-être une question complémentaire. Je me prends comme si j'étais en chambre, mais je me rends compte un peu, je mêle deux concepts dans la question. Puis pour moi, il y a un volet important sur lequel j'aimerais revenir, c'est les achats locaux, les achats publicitaires au Québec. Est-ce que le gouvernement a quelque chose dans ses plans par rapport à cette réalité-là pour favoriser l'achat local dans nos médias locaux? Oui, ma collègue Nathalie Roy a annoncé d'ailleurs qu'il y avait des fonds disponibles pour justement aider quand on parle d'achat de publicité, là, faisons la distinction entre l'achat local puis la publicité, mais il y a des fonds, oui, effectivement, au ministère de la Culture pour aider acheter des publicités puis venir un peu soutenir toute l'industrie des médias locaux puis donner un peu un souffle à cette branche-là de notre économie, puis qui est extrêmement importante, parce que si on parle aussi de l'accès à l'information. Oui, puis je veux dire, leur modèle d'affaires est directement attaqué par justement les modèles d'affaires, les modèles publicitaires du GAFAM qui ont des offres tellement efficaces que c'est comme le problème et la solution en même temps dans plusieurs contextes. Moi, je sais pas si c'est tant le modèle d'affaires que dans le fond, chaque média social ou média traditionnel, son mode de financement, c'est la publicité. Alors, la tarte, elle, reste la même, mais il y a de plus en plus de joueurs qui offrent des espaces publicitaires. Puis la publicité, dans le fond, c'est quoi? C'est de créer de la visibilité, d'offrir de la visibilité. Donc, effectivement, les médias qui offrent le plus d'impact, le plus de visibilité sont ceux qui, généralement, vont aller chercher la plus grosse part de la tarte en question. Donc, l'objectif dans cette mesure-là de ma collègue Nathalie Roy, c'est de s'assurer que les médias locaux, notamment, nos médias plus nationaux, mais nos médias locaux, ont cette capacité-là quand même d'aller chercher du financement parce qu'ils jouent un rôle d'information que d'autres médias sociaux ne jouent pas. Parce que oui, effectivement, ils vont offrir de la visibilité, mais pas en échange d'informations, en échange que ce soit dans les réseaux sociaux ou... Ouais. Je le comprends dans un contexte de subvention, mais je me demandais, j'étais curieux sur un programme d'achat responsable au point de vue publicitaire, mais je pourrais peut-être inviter votre collègue pour qu'on en parle à ce moment-là. Je ne sais pas qui est responsable de ça, d'ailleurs. Ça doit être probablement Mme Lebel. En fait, non, c'est Mme Roy, là, qui est la ministre de la Culture et des Communications. C'est sûr que là, on parle plus de communication. Mais si on regarde l'achat publicitaire global du gouvernement du Québec, quelle partie va aux nationaux puis aux achats locaux versus quelle tranche de nos investissements publicitaires vont aux GAFAM? C'est là que se situe un peu mon questionnement. J'ai pas ces chiffres-là, ma collègue les aurait sûrement, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une volonté de notre gouvernement de s'assurer que au niveau des plus petits médias d'information, même des médias d'information en général, le gouvernement du Québec est au rendez-vous pour les soutenir parce que, comme je vous disais, ils jouent quand même un rôle d'information, ce que, par exemple, Google ou Facebook ne fait pas. Je veux dire, ce sont des outils numériques dont l'objectif n'est pas d'informer la population. Des fois, qu'une courroie de transmission qui, en réalité, va tirer des revenus de contenu de nos médias. Il est indéniable que ces géants-là offrent de la visibilité et c'est sûr que pour ceux qui font du placement publicitaire numérique, c'est efficace. C'est sûr qu'il y a un attrait. Il y a un attrait qui est très clair. Maintenant, je voudrais pas empêcher une entreprise d'aller chercher de la visibilité parce qu'en même temps, le but de la publicité, il faut pas l'oublier, c'est d'être visible, c'est de faire connaître
Ma question se situait au point de vue du gouvernement. Maintenant, tantôt, vous avez mentionné vous parlez du dossier, on parlait du boycott, puis ça nous amenait vers les contenus racistes et extrémistes là, qui en ce moment qui a une purge importante chez les grandes plateformes. On parle de trouver des solutions pour réduire le harcèlement. On voit particulièrement sur Twitch où les femmes sont particulièrement touchées par cette réalité-là. Je pense qu'il est important que de telles mesures viennent avec une éducation citoyenne numérique adéquate. Donc oui, pas de place pour, comme vous l'avez bien dit tantôt, c'est le fun de la façon que vous le mettez, de ne pas leur donner justement une tribune et fermer les yeux pour qu'ils puissent proliférer. Mais en même temps, je pense que c'est la notion de savoir-être numérique, de technocompétence et de consommation responsable de l'information en ligne est une chose qui est pour laquelle la population et les citoyens, le cyber-citoyen n'est peut-être pas outillé adéquatement. Est-ce que vous discutez de ces préoccupations-là au gouvernement, à savoir l'éducation numérique des citoyens? Oui, effectivement. Comme vous le savez, mon collègue Jean-François Roberge a déjà annoncé que on souhaitait mettre fin au cours de CR et qu'on souhaitait le remplacer par des formations peut-être un peu plus ciblées et adaptées à la réalité des jeunes. Et il est clair que dans les intentions de Jean-François, une éducation à la citoyenneté numérique, là, je le dirais de façon très générale, là, mais elle va faire partie des différents volets. Ce ne serait pas le seul, évidemment. Là, il y en aurait d'autres. On peut penser donner des fondements peut-être un peu plus solides sur les notions d'économie, mais oui, clairement, l'univers numérique fait partie des intentions. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation a déjà diffusé un cadre référentiel sur l'éducation numérique qui l'a rendu disponible à l'ensemble du corps enseignant, justement pour être capable de développer les compétences numériques au niveau du réseau de l'éducation. Donc ça, c'est une première démarche qui a été mise en place l'année dernière par le ministre de l'Éducation, M. Roberge. Puis il y a une volonté d'aller plus loin aussi dans la formation des jeunes, mais je vous dirais pas juste dans une perspective de citoyenneté numérique, mais dans une perspective aussi de bien comprendre cet univers-là, d'acquérir des notions de base, que ce soit en programmation ou en compréhension de comment fonctionne un réseau, la sécurité, mais aussi la notion de citoyen responsable, d'hygiène numérique aussi pour nos jeunes. Donc, je pense qu'il y a plusieurs volets qu'on peut adresser. Ça va avec le contrôle des plateformes, pas seulement, c'est ça, hein? Les deux combinés vont amener de meilleurs résultats. Je pense que oui. En terminant, quelques questions. Écoutez, vous me permettrez une petite note personnelle. Saviez-vous qu'on partage deux points en commun? Je voulais vous en parler. La plongée sous-marine et un passé de joueur de Donjons et Dragons. Il y a mon collègue... Bon. On en a un troisième parce qu'on vient tous les deux de l'univers du numérique professionnellement. Vous avez raison. Effectivement. Puis on doit être en plus dans les mêmes groupes d'âge, sans vouloir présumer. Je suis peut-être un peu plus vieux que vous, mais quand même. Mon collègue des engagés publics, Ronnie, me disait que vous étiez propriétaire de la boutique Le Grimoire. C'était où donc ça? C'était au Centre Innovation. J'étais prédestiné. C'était où ça, le Centre Innovation donc? Le Centre Innovation, c'est la pyramide de OK. Je pense que je suis déjà allé. Moi, j'étais toujours au Kirouac sur Saint-Joseph là, avec Guy Moore qui avait ouvert sa boutique après ça. Oui. J'imagine que vous connaissez bien. Oui. Tu vois un joueur de Basic ou d'Advance à Donjons Dragon? Advance. Moi, j'étais plus... J'ai joué avec les vieilles boîtes, là, toutes sortes de plats. J'ai été aussi sur le conseil d'administration de la Fédération québécoise des activités subaquatiques. Je suis plongeur, puis j'ai fait des émissions là avec Samuel Côté pour Chasseurs d'épaves puis Mystère des lacs. Puis j'étais curieux de vous entendre. Votre plus belle plongée au Québec, ça a été quoi? Ça a été en Gaspésie, avec dans le coin du Rocher Percé. Avec la gang du Club Nautique. J'ai d'ailleurs une vidéo de ça, donc qui me fera plaisir de vous partager. On plonge, puis il y a un phoque qui vient jouer avec nous, avec moi puis mon binôme. C'est ça, là, c'est complètement magique comme moment, parce que il faut comprendre que c'est un animal sauvage, mais c'est un espèce de gros toutou là, qui vient, qui vous mordille le masque, qui vient jouer avec nous. Puis, avec les palmes, qui joue à la cachette. Est-ce que vous étiez du côté de Lazy Beach ou bien du Bilbo?
le Bilbo. On était du côté Bilbo. Ça a été 2 plongées magnifiques. La première, évidemment, c'est tout le paysage marin dans le contexte du Rocher Percé. Et la tentation, et je le dis pour mon collègue Pierre Dufour, parce qu'il y a du homard là comme pas à peu près. Alors, et évidemment, il est totalement interdit de les pêcher, ce que je n'ai pas fait et ce que je ne ferai jamais. Mais la tentation est forte là, parce que surtout qu'il y en a là-dedans. On est égalé à la maison du pêcheur en sortant, puis il y en a, ils vont nous en servir de toutes sortes, à prêter de toutes sortes de façons. Absolument, c'est une, sinon la meilleure soupe de poisson que j'ai mangée dans ma vie. La maison du pêcheur, les gens qui vont à Gaspé, là, c'est incontournable. Donc, écoutez, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. C'était très apprécié. Je vous remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute. Merci, Monsieur Kerr. L'invitation. Oui, merci aux auditeurs d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé cette entrevue, il y en a plusieurs autres sur nos différents canaux. Vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Vous pouvez nous écouter sur YouTube. Vous pouvez visiter notre site web engagé avec un S public, avec un S.com. Vous pouvez venir nous rendre visite sur notre page Facebook, nous poser des questions, commenter nos entrevues, nous suivre sur Twitter, sur Instagram. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.